Tout d'abord, je voulais dire que nous sommes très honorés. Monsieur le professeur, du geste généreux que vous faites de nous accorder cet entretien en plein milieu de votre si bref séjour au Brésil. Bon, comment faut-il comprendre le surgissement des points de vue de Ferdinand de Saussure dans la scène scientifique du début du XXe siècle? Bon, alors il se trouve que depuis de nombreuses années, je m'intéresse de façon extrêmement constante et fidèle à l'œuvre de Ferdinand de Saussure, puisque je lui ai consacré un premier livre qui s'appelle À la recherche de Ferdinand de Saussure, un deuxième livre que je n'ai pas rédigé entièrement, mais qui est une série d'articles que j'ai choisis et dirigés. Ça s'appelle Du côté de chez Saussure, et je suis en train de publier un troisième livre qui s'appelle, de façon extrêmement ambitieuse et peut-être prétentieuse, Saussure retrouvée. Si vous connaissez l'œuvre de Proust, vous avez repéré l'allusion au titre de Proust. Alors, c'est vous dire à quel point j'ai de l'intérêt pour l'œuvre de Saussure. Alors, comment s'explique le surgissement des modes de réflexion saussuriens dans les sciences humaines du XXe siècle? Ça n'a commencé qu'au XXe siècle. L'œuvre de Saussure elle-même a commencé à se développer dès la fin du XIXe siècle. Elle a eu une petite influence, mais strictement sur la linguistique, dans les dernières années du XIXe siècle. C'est le cours de linguistique générale, publié en 1916, il y a donc tout près d'un siècle, qui a été déterminant pour le développement de certains aspects des sciences sociales en France, et pas seulement en France, à peu près partout dans le monde entier, y compris naturellement au Brésil. Voilà. Alors, si vous voulez, ça tient au phénomène suivant. Lévi-Strauss, dans le livre en quelque sorte plus narratif que théorique qu'il a publié, n'est-ce pas, oppose l'attitude de Bergson, n'est-ce pas, qu'il traite de brouillard, de brouillage, de flou, à l'attitude de Saussure qui établit par la discontinuité, on trouve là le problème qui a été traité par Valdir tout à l'heure, le problème de la discontinuité comme fondateur de l'opposition des unités entre elles. Voilà. Et ça, c'est en quelque sorte ce qui fait le nœud de ce qu'on a appelé le structuralisme. Alors ça s'est manifesté bien sûr en linguistique, avec une quantité de linguistes danois, pragois, allemands, naturellement français. Bon, ça s'est manifesté dans le champ de l'ethnographie, avec au premier plan Lévi-Strauss. Ça s'est manifesté aussi jusque dans le champ de la psychanalyse. Voilà. Alors, ce qu'il faut ajouter, ce que peut-être vous aviez l'intention de me poser comme question, c'est de constater qu'aujourd'hui, sous toutes sortes d'influences extrêmement diverses, ces points de vue discontinuistes, structuralistes, perdent quelque peu de leur impact. Voilà. Alors, attendez, je voudrais aussi vous poser la question suivante, c'est à moi de vous poser une question. Avez-vous l'intention de m'interroger sur le reste de mon œuvre? Notamment, est-ce que vous savez que j'écris des romans? Ah, oui, j'ai entendu parler. Je n'ai pas lu vos romans. Non, bien sûr. Mais on n'avait pas effectivement pas préparé une question là-dessus, mais vous allez me la poser. Mais il y a à la fin une question qui ouvre
à d'autres sujets qu'on pourrait... Donc on peut peut-être en parler un peu à la fin. D'accord. Si ça vous va. Mais la plupart de l'interview, c'était sur la linguistique et la psychanalyse. D'accord. D'accord. Ça va? Oui, très bien. Ok. On passe à la deuxième. Alors j'ai dû oublier de donner le titre du livre de Lévi-Strauss auquel je pensais, c'est naturellement Triste Tropique. Okay. Vous connaissez Triste Tropique? Oui. Oui. Bon. Depuis la parution du cours de linguistique générale en 1916, les idées forces de Saussure ont irrigué nombre de domaines dans les sciences humaines et sociales. Pour ne mentionner comme exemple des plus notoires, nous sommes jour pour jour à 100 ans de la naissance de Roland Barthes, le 12 novembre 1915, grand diffusé de la pensée saussurienne, en particulier dans le développement de la sémiologie. Dans le cadre des études du texte et du discours, quel aura été l'apport majeur des thèses saussuriennes? Eh bien, alors là, c'est une question extrêmement intéressante parce que Barthes, que j'ai bien connu, je ne peux pas dire que c'était un ami, parce que je n'ai jamais eu de relation très fréquente avec lui, n'est-ce pas? Mais enfin, je l'ai bien connu, je l'ai rencontré plusieurs fois, j'ai des lettres de lui. Barthes a été, en quelque sorte, le premier à faire connaître les théories saussuriennes et à programmer leur utilisation possible dans le domaine littéraire. Alors, ça s'est fait en deux temps. Premièrement, Barthes a commencé par publier chaque semaine dans la revue... alors, le titre m'échappe, excusez-moi, le titre m'échappe. C'était Lettres nouvelles sans certitude, hein, il faudra vérifier. Voilà. Des petits textes intitulés Mythologie, voilà, qu'il faut impérativement lire, qui sont extrêmement intelligents et, j'ajoute, extrêmement amusants. Il a, si mes souvenirs sont bons, en 1954, il faudra vérifier les dates, hein, il faudra vraiment vérifier les dates, il a publié ces mythologies sous la forme d'un bouquin, d'un livre. Voilà. Et il a ajouté au texte des mythologies une postface dans laquelle il fait apparaître les principales notions de la linguistique saussurienne. Et alors un peu plus tard, je crois que c'est dans le numéro 4 de la revue Communication, il a publié un très long article qui s'appelle Éléments de sémiologie. Éléments de sémiologie qui, en quelque sorte, font connaître à un public extrêmement large les principaux éléments de la théorie saussurienne et leur application possible à la littérature. Voilà. Alors, il se trouve que, pour ma part, à ce moment-là, j'étais extrêmement jeune, mais je commençais déjà à réfléchir au problème des relations entre linguistique et littérature. Problème qui continue d'ailleurs à m'intéresser puisque, en même temps que mon livre Saussure retrouvé, je vais publier dans quelques semaines ou quelques mois un autre livre qui aura comme titre « De la lettre à la littérature, Jarry, Saussure, Roussel et quelques autres ». Voilà. Bon, alors je commençais déjà à réfléchir à ces problèmes et, préparant une thèse, j'ai pris la décision, à l'époque tout à fait rare, de faire une thèse sur la description d'un texte littéraire envisagé selon des méthodes linguistiques. Ça a donné lieu en 1970 à ce qui est, je crois, à peu près le
premiers ou l'un des premiers ouvrages de sémiotique littéraire. Ça s'appelle Les langages de Jarry, essai de sémiotique littéraire. Alors je ne sais pas du tout si vous connaissez bien l'œuvre de Jarry, œuvre tout à fait étrange, hein, qui met en scène un personnage absolument monstrueux, hein, qui s'appelle le Père Ubu, voilà. Et j'ai en quelque sorte étudié l'ensemble de cette œuvre selon des méthodes, alors qui, en quelque sorte, venaient de Saussure, tel qu'il avait été entre-temps commenté par Barthes et par Greimas. Car Greimas, en 1966, c'est-à-dire au moment où je terminais cet ouvrage, n'est-ce pas, finalement publié en 1970, Greimas venait de publier Sémantique structurale. Voilà. C'est-à-dire que, vous le voyez, hein, dans la suite à la fois de Barthes et de Greimas, je crois être, je ne me flatte pas, l'un des premiers à avoir envisagé les problèmes d'une œuvre littéraire selon une approche linguistique. Une approche linguistique assez diverse. Il y a naturellement Saussure, il y a naturellement Hjelmslev, hein, le grand théoricien danois, qui intervient notamment pour les problèmes de la connotation. Il y a naturellement Barthes et Greimas, et naturellement quelques autres, y compris le linguiste américain Chomsky, hein, dont les premiers travaux venaient tout juste de se faire connaître en France. On est là dans des temps qui, à vous, naturellement, très jeune que vous êtes, paraissent préhistoriques, n'est-ce pas, hein. Il faut voir que tout cela était, dans l'univers culturel de l'époque, quelque chose de tout à fait nouveau. Vous voyez, hein, tout à fait nouveau, insolite, partiellement révolutionnaire. Il faut dire qu'en même temps, venaient en France de se produire les événements de 1968, mai 68, vous avez entendu parler. Et que du coup, le structuralisme et les méthodes qui en étaient issues commençaient peut-être à perdre quelque chose de son expansion possible. Vous voyez, si bien que ces bouquins-là sont venus en quelque sorte au bon moment, quoi. Voilà. Est-ce que j'ai bien répondu à vos questions, votre question? Bon. Au Brésil, dans plusieurs centres de recherche, dont le groupe d'études sémiotiques de l'Université de São Paulo, la sémiotique de l'École de Paris est souvent à l'honneur. On sait que ce courant de pensée prolonge et éteint les propositions théoriques de Saussure et des linguistes danois, notamment de Hjelmslev. Dans quelle mesure est-on fondé à parler d'une continuité au sujet de la tradition qui mène historiquement de Saussure à Hjelmslev, puis à Algeda Julien Greimas et à la sémiotique contemporaine? Bon, alors, je vais répondre aux deux aspects de la question, deux premiers aspects de la question, pas au troisième, parce que si vous voulez, ce que je crois utile de dire, c'est que désormais, je ne me considère plus centralement comme sémioticien. Vous voyez, hein, je ne pratique plus activement la sémiotique. Je lis toujours les travaux de sémiotique de mes bons collègues, hein, mais je ne publie plus dans le domaine de la sémiotique. J'ai cessé de le faire depuis pas mal d'années. Alors, en revanche, pour les deux premiers points, alors là, naturellement, je suis capable de répondre. C'est-à-dire, d'une part, la continuité entre Saussure et Hjelmslev, d'autre part, la continuité entre Hjelmslev et Greimas, n'est-ce pas? On est bien d'accord. Bon, alors, la continuité entre Saussure et Hjelmslev, elle est tout à fait évidente, hein. Dans l'ouvrage central de Hjelmslev, Prolegomène à une théorie du langage, traduit, comme vous le savez, en portugais, n'est-ce pas, Hjelmslev revendique
le statut de successeur de Saussure. Et il se donne comme prédécesseur à peu près unique Ferdinand de Saussure. Ça ne l'empêche pas, alors notamment quant à la terminologie, n'est-ce pas, hein, il retient l'opposition du signifiant et du signifié qu'il rebaptise en danois d'ailleurs, hein, mais on traduit ensuite en français ou en portugais, pour le signifiant expression, pour le signifié contenu. Vous voyez ? Bon. Et il articule cette opposition de l'expression et du contenu avec une autre opposition, celle de la forme et de la substance, qui est également présente chez Saussure, mais qui, chez Saussure, ne s'articule pas clairement avec l'opposition signifiant-signifié. Vous voyez ce que je veux dire, hein ? Voilà. Le propre de Jensleff, c'est d'articuler les deux couples de notions de façon à faire apparaître un groupe de 4 termes: substance de l'expression, forme de l'expression, substance du contenu, forme du contenu. Voilà, c'est une, quadripartition, hein, j'ose le terme, extrêmement féconde, parce que ça permet, en outre, de mettre en place 2 notions absolument fondamentales chez Jensleff. D'une part, la notion de métalangage, et d'autre part, la notion de langage de connotation. Et ces 2 notions sont évidemment centrales quand on s'intéresse d'un point de vue issu de ces linguistes au texte littéraire. Alors je reviens au livre que j'ai consacré à Alfred Jarry. J'ai utilisé les 2 notions de métalangage et de langage de connotation pour décrire certains aspects de cette œuvre littéraire. Bon, alors maintenant, quant à la relation Jensleff-Greimas, alors là, je vais aller plus vite parce qu'elle est également tout à fait évidente. Tout à l'heure, Valdir Beividas a parlé également de l'autre linguiste danois illustre, Viggo Brundal. Viggo Brundal est important parce que dans son livre « Les parties du discours », il met en place une théorie de l'opposition des parties du discours, c'est-à-dire des classes linguistiques, n'est-ce pas, les noms propres, les noms, les verbes, tout ça, hein, selon des critères affectant la substance du contenu. Vous voyez ? C'est-à-dire que ça ressemble à une catégorisation logique des catégories, des parties du discours. Par exemple, le nom propre, c'est la substance. Voilà. Le nom, c'est la substance plus la qualité. L'adjectif, c'est la qualité seule. Vous voyez ? Bon, mais alors, la catégorisation de Brundal est en quelque sorte coupée de toute référence à l'expression. Tandis que la particularité de Jensleff, et c'est ça qui fait en quelque sorte l'un des points de départ de la théorie de Greimas, n'est-ce pas, c'est précisément l'articulation des 2 oppositions que sont, d'une part, forme et substance, d'autre part, expression et contenu. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Greimas est de formation linguiste. Il insiste très souvent. Greimas était un ami, n'est-ce pas, hein ? Je suis en train de publier un article dans un numéro de Semiotica, la revue Semiotica, consacré au centenaire de la naissance de Greimas. Greimas est né en 1917. Son centenaire, on est en plein dans les centenaires, comme vous voyez. Son centenaire intervient en 2017. J'ai déjà terminé un article dans lequel je publie 12 lettres qu'il m'a écrites entre 1963 et 1984. Là encore, ça remonte à la préhistoire, comme vous voyez. Dans ces lettres, Greimas se revendique en tout point comme linguiste. Vous voyez, hein, il ne faut pas oublier
il ne faut pas du tout oublier que Greimas a publié des articles de linguistique. Hein, il a publié un très très bel article qui s'appelle « Comment définir les indéfinis ». Il a publié un autre article sur les topologiques. Vous voyez, et on oublie souvent que Greimas est en outre l'auteur d'un dictionnaire d'ancien français. Est-ce que vous le saviez? Oui, vous le saviez, bravo. Hein, d'un dictionnaire d'ancien français et d'un dictionnaire du moyen français. Donc Greimas est linguiste. Et j'ajoute sa sémantique, qui devait originellement s'appeler comme ça, n'est-ce pas? Elle s'est appelée sémantique structurale pour des raisons à la fois méritées, il n'y a pas de doute, c'est une sémantique structurale, mais en même temps un peu anecdotique, vous voyez? Bon, sa sémantique est en même temps un ouvrage de linguistique et, en quelque sorte, le point de départ de la sémiotique, issu en quelque sorte de la sémiologie saussurienne, n'est-ce pas, suivie de la sémiologie wemslevienne. Alors bon, s'il fallait entrer dans les détails, il faudrait dire que l'attitude de Greimas à l'égard de Saussure est souvent assez critique. Le modèle du signe ne lui convient pas tout à fait. Et Greimas a, très bizarrement, je dois dire, ça continue à m'étonner, une attitude extrêmement étonnante à l'égard du problème de l'arbitraire du signe. Vous voyez, dans le dictionnaire de sémiotique. Si vous lisez l'article arbitraire, vous vous apercevrez avec étonnement que Greimas, assisté par son collaborateur Joseph Cortés, met en cause l'arbitraire du signe, comme le fait Maveniste. Ce qui est au plus haut point étonnant, parce que dans mon esprit, comme dans, je crois, l'esprit des gens raisonnables, l'arbitraire du signe est, chez Saussure, une retombée presque secondaire de la mise en place de la notion de système de valeurs négatives. Pour que la langue, pour que d'une façon générale, tout système de signes puisse être envisagé comme un système de valeurs négatives, il faut que le signe soit arbitraire. Si le signe n'est pas arbitraire, ça ne marche pas. Vous voyez? Bon, alors j'avoue que je continue à m'interroger vraiment sur les critiques formulées par Greimas sur le principe de l'arbitraire du signe. Bon, ça n'empêche pas qu'il réussit quand même à se débrouiller très bien. Et, comme vous le savez sûrement, en 1966, l'ouvrage La sémantique structurale se termine par une analyse structurale d'un texte littéraire, n'est-ce pas, un texte de Bernanos. Voilà, est-ce que je crois avoir à peu près répondu à cette question. Voilà. Alors.